Et puis après, c'est qu'on se retrouve un petit peu seul, on ne sait pas trop vers qui se diriger pour avoir les bons conseils. On a peur de ne pas réussir, on a peur de faire des erreurs. On se retrouve aujourd'hui ensemble dans le premier épisode du podcast Le Prêt à Français, où on va vous faire découvrir des entrepreneurs engagés. Donc nous sommes dans un lieu plein de charme qui est situé au 9B rue Pémany, juste à côté du centre-ville de Caen. Donc c'est un lieu où on va retrouver des appartements d'hôtes qui appartiennent à Madame Laurence Dutilly. Vous pouvez les retrouver sur son site internet. Elle décore donc ses appartements d'hôtes avec goût et avec aussi sa propre ligne de meubles qu'elle a développée. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Clémence qui a fondé la marque Coupris Maroquinerie Végétale. Bonjour Clémence. Bonjour. Donc je vais te laisser te présenter un petit peu, nous expliquer ton histoire, d'où tu viens. Donc je m'appelle Clémence Coupris, je suis maroquinière. J'ai créé la marque Coupris Maroquinerie Végétale depuis juin 2019. J'ai appris mon métier dans la maison Hermès en Savoie, où j'ai été formée à leur méthode et après j'ai travaillé un peu pour Longchamp, qui ont des méthodes totalement différentes. Ok, super. Quel est aujourd'hui du coup le concept de ton entreprise et depuis quand existe-t-elle ? Donc elle existe depuis juin 2019. Le concept en fait c'était de marier ma passion pour la maroquinerie, pour mon métier, et puis l'amour que j'ai pour l'environnement, l'attachement que j'ai pour les animaux, etc. Et c'était de marier les deux, puisque la maroquinerie classique répond pas du tout à ces attentes-là. Ok, super, donc tu as voulu vraiment créer ta propre vision des choses. Voilà, c'est ça, ouais. Pour parler maintenant un peu de ton parcours entrepreneurial et de ton histoire, quel est toi ton parcours professionnel ? Donc j'ai découvert la maroquinerie en stage découverte où j'ai travaillé avec un sellier bourrelier qui travaillait de manière artisanale et ça m'a énormément plu. Et du coup, après mes études de commerce, etc., j'ai totalement changé de voie. J'ai été chez Hermès pour un recrutement et après plusieurs tests, ils m'ont engagée et formée et engagée. Je suis restée 5 ans chez eux et après je me suis rapprochée un petit peu de ma région, donc j'ai quitté Hermès et j'ai travaillé pour Longchamp. Ok, super. Et donc après Longchamp, tu as décidé de créer ta propre marque. Ouais, c'est ça. Après Longchamp, j'ai décidé de créer ma propre marque. Ouais. Ok. Et comment t'es venue l'idée de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale et de créer ta propre marque ? En fait, c'est quand tu travailles pour une marque, ces marques-là, elles ont des exigences qui sont tout à fait normales, mais du coup, il n'y a aucun côté créatif qui, moi, me manquait beaucoup, malgré la passion que j'avais à travailler pour les grandes marques. Et il y avait aussi ce côté je trouvais pas trop de sens, en fait, à ce que je faisais, puisque à partir du moment où je voyais un peu de peau de reptile, peau d'alligator qui passait à côté de moi, j'ai commencé à perdre un peu le sens de mon métier et puis à me poser des questions sur les valeurs que je défendais en faisant ça. En fait. Ouais, ça t'a un peu remis en question et tu voulais pas trop continuer à utiliser ce type de matière. C'est ça. Aujourd'hui, du coup, on travaille ensemble, donc tes produits sont référencés sur le site du Prêt à Français. Donc ça veut dire que tu fabriques tous tes produits en France et de manière éthique et éco-responsable. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à défendre ces valeurs ? C'est au niveau éthique et environnemental, c'est tout simplement mon amour de la nature, des animaux. Voilà, j'ai grandi à la campagne, etc. Donc c'est des valeurs que je porte très profondément, en fait, c'est ancré, quoi. Et puis au niveau de la fabrication française et artisanale, c'est simplement parce que c'est ce que je sais faire et puis parce que j'aime y mettre proche aussi en fait des produits que je crée, donc j'aime les connaître par cœur et j'aurais eu beaucoup de mal de les faire fabriquer par quelqu'un d'autre. Ouais, je comprends tout à fait. Ok, super. Ensuite, quels sont peut-être les obstacles que tu as pu rencontrer quand tu as voulu créer ta marque, te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ? Quels gros freins t'ont un peu empêché de créer ta marque et t'ont un peu ralenti, si je peux dire ? Déjà, c'est les freins personnels, de confiance en soi,
de confiance en soi et particulièrement. Et puis après, c'est qu'on se retrouve un petit peu seul, on ne sait pas trop vers qui se diriger pour avoir les bons conseils. On a peur de ne pas réussir, on a peur de faire des erreurs, on a peur de tout ça. Et puis après, au niveau de la création, du fonctionnement de l'entreprise, c'est trouver des fournisseurs qui répondent à nos valeurs. Donc au niveau de la matière, moi j'avais déjà la matière quand j'ai commencé, donc ça allait, j'avais la matière en tête. Mais au niveau des accessoires métalliques, pour que ça soit fabriqué en France, pas à des prix astronomiques, parce que quand on commence, on a des budgets un petit peu serrés. Même au niveau du packaging, etc. Pour trouver des fournisseurs qui ont les mêmes valeurs que nous, c'est un petit parcours du combattant. Et puis dans le secteur de la mode, on se donne pas trop nos adresses en général. Chacun garde un peu ses secrets pour pas que tout le monde aille piocher. Voilà, c'est ça. Donc ça change un peu, surtout quand on rencontre des gens qui ont les mêmes valeurs, qui veulent travailler un petit peu plus en communauté, avec en partageant la bienveillance, etc. On se crée un petit groupe. Un petit réseau où on se refile un peu les bonnes adresses. C'est ça. Super. Et du coup, quels sont les organismes ou peut-être les personnes qui t'ont aidé justement à passer outre ces obstacles et à développer vraiment concrètement ta marque? Il y a la Chambre des métiers de l'artisanat de ma région. Et puis après, ça va être mes proches qui m'ont encouragée, même qui m'ont soutenue, même s'ils n'ont pas fait les démarches. Et puis voilà, j'oublie certainement des personnes. Et c'est vrai que c'est important quand même d'avoir le soutien de ses proches, de sa famille pour se lancer, surtout quand on est tout seul. J'imagine que ça t'a pas mal aidé. Ouais. Puis rien que l'intérêt des gens sur la marque, sur le concept, etc. En fait, ça aide à franchir un petit peu les frontières, les obstacles qu'on se met soi-même. Ouais, c'est sûr. Ok, très bien. Où en es-tu concrètement aujourd'hui? Où en est la marque? Où en es-tu toi, Clémence, dans toute ta réflexion et dans tout le développement de Comprimés Raffinerie Végétale? Ma marque, ça reste quand même une marque toute jeune, qui a à peine 3 ans. Pas encore. Donc je suis là, c'est en plein développement, parce que j'ai gardé un travail à côté pendant 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans même. Donc là, je suis à temps plein sur l'atelier. Donc la marque se développe, j'ai des partenariats en cours, j'ai des envies de nouvelles créations, de collections. Ça se construit petit à petit. Ouais. Super. Quel conseil donnerais-tu, avec le recul que tu as maintenant sur le développement de ta marque, etc., à d'autres personnes, à des nouveaux entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer dans la mode ou dans la création d'accessoires éthiques qui respectent l'environnement et qui sont fabriqués en France? Je leur dirais de ne pas avoir peur de faire des erreurs, et puis de commencer en fait en faisant les choses petit à petit, même si les choses au début ne nous conviennent pas forcément, c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé, etc. Faut quand même se lancer. Et puis après, faut essayer de se trouver des petits réseaux comme sur les réseaux sociaux, etc. Il existe des groupes de personnes qui se redonnent des bonnes adresses, où il y a une entraide entre personnes. Et puis après, c'est de respecter ses valeurs coûte que coûte, en fait. Et puis, quitte à faire plus petit et plus respectueux, en respectant vraiment ses valeurs, plutôt que de chercher vraiment quelque chose de plus gros, et puis qui bafoue un petit peu les valeurs. Qui n'est pas en adéquation avec ses propres valeurs. C'est ça. Tu veux dire qu'il faut mieux commencer petit en respectant vraiment sa ligne de conduite, quitte à après se développer comme tu as fait toi. Et est-ce que tu avais rejoint par exemple un incubateur ou des choses comme ça? Tu t'es vraiment développée en autonomie. Parce qu'en plus je me suis autofinancée mes machines, etc. Donc du coup en fait j'ai pas pu rentrer dans le circuit des aides, etc. Donc en fait j'étais un petit peu seule au monde. Tu t'en es bien sortie. Ça va. Tout va bien. Comme quoi aussi, on n'est pas forcément des fois obligé d'avoir énormément d'acteurs qui nous entourent, mais après, si on sait s'adresser aux bonnes personnes et avoir aussi les fonds derrière, on peut très bien se développer comme tu le fais là.
Est-ce que tu as des projets sur le moyen ou sur le long terme, par exemple, d'ouvrir une boutique en physique ou de faire, par exemple, des partenariats avec certaines personnes ou des nouvelles collaborations? Oui, bah, les nouvelles collaborations toujours, en fait, on est toujours à la recherche de ça. Et ouvrir une boutique physique, c'est un grand projet voilà, que j'aimerais beaucoup réaliser. Ça va être plus sur le long terme, et c'est vrai que j'aimerais bien que ça soit en Normandie. En La Normandie. première en Normandie, ce serait vraiment trop chouette. Et est-ce que tu as une ville en particulier que Bah, tu vises? Caen. La ville de Caen. Je reviens de la ville de Caen, j'adore le centre-ville en fait. Je trouve que c'est une ville dynamique où les gens sont quand même relax et ça me correspond bien, j'aime bien. Ok, super. Bah, on a hâte en tout cas de retrouver les produits en physique aussi à Caen. Ça pourrait être génial d'avoir en effet ta boutique avec ton univers, tes produits. Et l'idée, ce serait que tu confectionnes aussi dans la boutique peut-être? Alors ça, c'est la grande question en fait. Ça demande énormément d'espace en fait d'avoir un atelier. Moi j'adore, par exemple où je suis dans une toute petite ville, dans un bourg médiéval, etc., où les gens ils me voient travailler, donc c'est toujours hyper appréciable pour les passants, etc. Et puis en général les gens s'arrêtent et on communique, etc., sur les produits, sur ma façon de travailler. Mais ça demande beaucoup d'espace, c'est pas forcément facile de trouver un local qui soit adapté, surtout s'il y a une boutique ce sera en centre-ville. Donc c'est encore une difficulté en plus. Donc peut-être produire dans mon atelier actuel et avoir une boutique de vente uniquement qui soit vitrine de mon travail. Ok, super. Mais en tout cas, très beau projet. On suivra ça de près. Autre question. Si demain, quelqu'un viendrait à te donner 200, 300 000 euros ou investirait dans ton entreprise, quels seraient tes projets? Qu'est-ce que tu ferais avec cette somme? J'adorerais embaucher. C'est vraiment, c'est un projet, c'est un petit peu un but aussi dans le développement de l'entreprise. Donc j'aimerais embaucher déjà pour former en fait les personnes au savoir-faire de la maroquinerie, mais aussi au nouveau savoir-faire que la matière demande, parce que j'utilise les méthodes de travail du cuir, mais c'est pas du cuir, donc en fait il a fallu que je m'adapte. Les 2 premières années ont vraiment été en fait du développement et puis de la prise de connaissance de la matière, et j'aimerais beaucoup le transmettre parce que c'est un savoir-faire qui n'existe pas aujourd'hui, puis développer, ouvrir une boutique. On peut faire plein de choses quand même avec cette somme, c'est sûr. Non, mais c'est top parce que c'est vrai que c'est une matière, justement, comme tu dis, qui finalement ressemble au cuir, mais elle n'en est pas du tout. Donc, c'est un peu un savoir-faire unique. Et ce serait génial, en effet, de le transmettre pour aussi inciter les nouvelles générations qui se lancent dans la maroquinerie à passer sur cette matière plutôt végétale. Et non animal. Très belle idée. Ouais, c'est ça. Puis ça a été le savoir-faire, en fait, ça se crée avec des petites des erreurs qu'on fait, des essais qui foirent, des essais qui réussissent, etc. Et ça crée une espèce de petite bibliothèque de connaissances. Et avec ça, en fait, se crée le savoir-faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, moi, je suis assez fière de moi de créer ça, quoi. Donc j'aimerais beaucoup le transmettre. Ouais, c'est top. Puis c'est vrai qu'en général, on dit, avant d'arriver au produit parfait qui nous plaît à 100%, on passe quand même par plusieurs échecs, plusieurs essais. Et la vie même d'entrepreneur est faite d'échecs et de remises en question, etc. Et c'est chouette aujourd'hui que tu aies ce recul-là et que tu puisses transmettre. Comment toi, tu as découvert cette matière-là? Qu'est-ce qui t'a convaincu aussi de travailler avec cette matière? En fait, je l'ai découvert par internet. Par hasard, au moment où j'étais en train de m'interroger un petit peu sur le sens de mon métier, ça faisait plusieurs fois que je voyais l'appellation cuir végétal passer, et je trouvais ça un peu, je me posais des questions, donc j'ai regardé, j'ai découvert le Pinatex. Donc c'est une matière qui est fabriquée à partir des fibres de feuilles d'ananas. Donc c'est du déchet en fait de la consommation humaine. Et moi donc du coup je regarde un petit peu cette matière. Je commande des échantillons, mais en vrai sans grande attente particulière. J'étais pleine d'a priori. Sans grande conviction. Non, sans conviction. Je reçois les échantillons, je trouve ça même pas trop génial, etc. Mais bon, plus ça va, plus je m'intéresse, je me demande ce que je pourrais faire avec. Et puis j'ai quand même commandé 3
3-4 mètres, histoire de voir ce que je pourrais faire avec. Et quand j'ai vu en fait les grands rouleaux arriver et la matière à plat avec toutes ces veines et tout, toutes ces espèces de rides, j'ai trouvé ça vraiment beau, vraiment super beau. Et j'ai fabriqué le premier prototype et en fait j'ai adoré. Et plus je l'ai utilisé, plus j'ai adoré. Et c'est comme ça après que t'as bien géré aussi le travail de la matière. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me suis vraiment intéressée en fait à ses qualités, à ses défauts et puis à ses propriétés quoi en fait. Ok, et donc c'était quoi le premier prototype que tu as créé? C'était le Suzy. Et est-ce que tu projettes peut-être de travailler avec d'autres matières que le Pinetex qui sont un peu dans les mêmes valeurs, si je peux dire? Ouais, il y a beaucoup de matières là qui sortent en ce moment. Il y a par exemple l'Apple Skin, c'est avec des épluchures de pommes, Okay. raccourci, mais ouais, il y avait avec le marc du raisin, etc. Mais ce que je reproche un petit peu à toutes ces matières, c'est qu'elles prennent l'aspect du cuir. Du coup, je trouve ça dommage en fait. Moi, je me reconnais pas trop. En fait, j'aime bien quand le côté est vraiment hyper végétal, qu'on sente vraiment au toucher, au visuel, qu'on voit vraiment que c'est pas du cuir en fait. C'est différent. Et j'ai découvert justement une matière dans un salon récemment. Là. C'est des grandes feuilles qui viennent du Brésil, ils appellent ça des feuilles d'éléphant. Ok. Et en fait, elles sont teintes, alors je connais pas le procédé, mais elles sont teintes, elles sont un peu tannées comme le cuir. Naturellement, elles sont hyper éco-responsables puisque c'est la base du produit. C'est naturel. Ouais. Okay. Et donc en fait, ça fait vraiment voilà, la forme de la feuille, on voit toutes les nervures, toutes les veines, elles ont des couleurs magnifiques et ouais, ça c'est la prochaine matière que je vais utiliser. Je trouve qu'on dirait le cuir précieux végétal en fait. Ok, vraiment. Super. Et ça pousse où ce genre de... Et ben ça vient du Brésil. D'accord, ok. Et donc la transformation se fait comment? Toi, l'idée ce serait de recevoir le produit brut et de toi tout transformer dans ton atelier. Ouais, moi je reçois les feuilles et puis je crée un produit à partir de ça. Donc ça comporte plein de problématiques parce que là c'est comme une peau en fait, c'est pas un rouleau où je vais couper à la suite mes pièces, c'est vraiment une feuille voilà, qui a des nervures etc. Donc ça va être comme un cuir précieux d'alligator ou quoi que ce soit où chaque écaille doit être à tel endroit, voilà, il faut plusieurs peaux pour faire un sac, et là ce sera un peu la même chose, il faut plusieurs feuilles pour faire un sac, pour faire un portefeuille ou autre chose, et il va falloir bien associer les vénures, je sais comment on appelle ça. Les nervures. Les nervures de la feuille pour que voilà, ça fasse un sac harmonieux et puis... pour que le rendu soit quali, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, super. Non, on a hâte de voir cette nouvelle matière. Et donc tu disais, il y a aussi des matières donc, à base de pommes, de pommes, de raisins, de champignons, de mycélium. De champignons ? Ouais, ça c'est assez intéressant aussi. J'ai jamais eu l'occasion de toucher la matière ou quoi que ce soit, mais c'est très très intéressant parce qu'elle garde un aspect assez brut aussi. Voilà, il n'y a pas d'estampage type grain, cuir. Ok. Voilà, c'est vrai, c'est un produit assez brut aussi. Et enfin bon, il y a plein de choses qui sortent. Mais c'est les déchets du champignon? Qu'est-ce qu'ils utilisent concrètement? Ils utilisent le mycélium, en fait, c'est un peu la racine, on va dire, la racine du champignon. Et, parce qu'en fait, le champignon, ce qu'on voit, c'est... Non, c'est... non, je suis partie trop loin là. Oui, donc c'est le mycélium, c'est la racine en fait des champignons. Je connais pas le procédé, c'est vraiment un truc de chimiste. Ok. Donc, mais c'est assez intéressant. Ouais, c'est super intéressant, ouais. Okay. Je crois même que Hermès a fait un sac avec cette matière. Ouais, donc c'est une matière aussi qui est, si elle est déjà utilisée aujourd'hui par Hermès, pardon. Faudrait pas que j'écorche leur nom. Ce serait, du coup, ça veut dire aussi qu'elle va être de plus en plus utilisée par des nouvelles. Ouais, c'est ça que c'est une matière intéressante et puis ça montre aussi l'intérêt des grandes marques de changer un peu de cap aussi. Ouais. Pas trop vite, mais... Pas trop vite, mais de partir un peu plus sur du végétal. De proposer un peu plus de choses, quoi. Ouais, oui. Mais c'est vrai que la maroquinerie, notamment végane, se développe énormément. Ouais. Il y a vraiment de plus en plus de personnes aussi qui sont vraiment friandes et qui font vraiment attention aussi à leur consommation et qui sont véganes aussi dans la vie de tous les jours et qui du coup aussi font attention à leurs achats dans la mode et notamment en termes de maroquinerie. Je sais pas si toi tu as une grosse communauté qui est végane ou si
c'est plus... t'as vraiment des profils assez différents. Ouais. Et ben, j'ai des profils très différents, ouais, parce que j'ai des personnes qui sont pas forcément véganes, mais qui font très attention, et puis qui font attention à leur consommation de viande, par exemple, au niveau de l'alimentation, et puis qui consomment responsable au niveau des vêtements. Voilà. Donc c'est vraiment ma clientèle qui pour moi en fait c'était cette clientèle là que je visais. Okay. Et puis en fait il y a des gens qui aiment bien juste la maroquinerie et qui aiment bien le design de mes produits, donc ils achètent pas forcément pour le côté végétal et tout, ils trouvent ça intéressant, ils trouvent ça un petit peu ça change. Ouais, ça change, donc j'ai cette clientèle là aussi. Et puis voilà, il y a des gens qui sont en transition. Qui veulent passer aussi. Ouais. Le végétal. Et puis en fait, il y a aussi le fait qu'il y avait vraiment... Quand on était vegan, il n'y a pas grand chose en fait qui est proposé. Aujourd'hui, ça se développe beaucoup, mais en fait, avant, il n'y avait pas d'offre. Il n'y avait pas d'offre pour toutes ces personnes-là qui veulent respecter leurs valeurs, etc. Ouais. Et aujourd'hui, ça se développe beaucoup. Ouais, c'est vrai que ça se développe beaucoup. Il y a de plus en plus de marques, même de matières qui correspondent à ça. Et c'est vrai que utiliser comme toi tu utilises du Piñatex, donc c'est vraiment des déchets d'ananas de l'utilisation humaine, si on peut dire. C'est beaucoup plus écologique et beaucoup plus aussi logique dans le fait de créer une matière au lieu de tout jeter et finalement de ne pas s'en servir. Et je pense que ça aussi, ça va amener pas mal de raisonnements et de changements. Et les gens vont aussi peut-être changer un peu leur manière de consommer et de se dire que la peau de bête aujourd'hui, on en a utilisé à foison. Mais aujourd'hui, il y a d'autres alternatives et on peut faire différemment, surtout avec des matières végétales comme ça qui sont issues des déchets. Cette matière, elle est très très intéressante parce que tout leur système de production, il est hyper complet, il est hyper circulaire. Ça veut dire que tout, en fait, quand ils défibrent les feuilles d'ananas, ils récupèrent quand même de la matière humide pour garder que la fibre sèche en fait. D'accord. Ils enlèvent toute la matière humide en fait, et toute cette matière humide là, elle est remise en compost pour faire pousser les ananas. Donc en fait, c'est vraiment un système hyper circulaire. Et puis il y a le côté social en fait qui fait travailler en fait toute une population qui travaillait que de manière saisonnière parce qu'ils travaillaient pendant la récolte des ananas en gros pour la consommation humaine. Et là du coup en fait ça les fait travailler tout au long de l'année sur différentes activités. Donc en fait je la trouve formidable cette initiative. Et puis les valeurs, c'est pas du greenwashing, c'est vraiment... c'est des vraies valeurs qui se cachent derrière. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis comme tu dis, ça permet de recréer de l'emploi aussi. Donc au final, c'est génial. Ouais. Et donc c'est où exactement qu'elle est fabriquée la matière ? Alors la matière, elle est fabriquée en Espagne, donc elle est transformée. En Espagne arrivent les fibres brutes. D'accord. J'espère que je dis pas trop de bêtises parce que le procédé, il n'est pas... il est un peu pas secret, mais je connais pas les termes exacts. Okay. Donc toute la matière en fait en rouleau est fabriquée en Espagne et toute la récolte des ananas, etc. est fabriquée aux Philippines. Donc après on peut s'interroger sur le fait que la matière fait beaucoup de voyages pour arriver jusque dans mon atelier, mais on peut calculer tout ce qu'on peut calculer, ce ne sera jamais le même bilan carbone qu'une peau de vache qui arrive à l'atelier, qui a fait aussi le tour du monde et qui a pollué énormément en fait en étant tanné en chrome, avec des micro-métaux lourds, etc. Donc voilà, on peut faire tous les calculs du monde, ça n'arrivera jamais. Ouais, mais c'est bien, c'est chouette. Et puis, donc du coup, toi, tu reçois la matière en rouleau. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu transformes tout chez toi. Voilà, c'est ça. Moi, les rouleaux arrivent déjà colorés. Je transforme vraiment la matière en sac. Je colore pas du tout. Et donc, du coup, tu aimerais bien faire d'autres produits avec cette matière-là ? Ouais, là, j'ai le projet justement de faire des bobs. Parce que c'est relativement simple. Ouais, c'est chouette, c'est des bobs. Voilà, je veux faire des bobs un peu stylés, vraiment, qui ont un design vraiment frappant et tout. J'ai déjà mes petites idées. Trop bien. Faut que je prenne un petit peu le temps de faire les patrons, etc. Après, je suis pas du tout chapelière, c'est pas... donc ça va être des choses assez simples, mais avec des petits éléments un peu stylés dessus. Et puis après, c'est tout ce qui est ceinture. Ouais, aussi. Ouais, ça peut être sympa. Ouais, c'est vrai. Ouais, et en termes de couleurs, t'as déjà pensé peut-être à des coloris pour les bobs ?
Ouais, moi j'aime bien le noir métallique, mais après... Sympa. Ouais. Après, ça va être les couleurs que j'ai à l'atelier, en fait. Ouais. J'ai presque toutes les couleurs que Pinatex propose, et donc du coup, je vais rester sur ces couleurs-là. Et quand par exemple tu fabriques bah là, tes bobs, tes sacs ou tes petits accessoires, porte-cartes, porte-monnaie, etc. Du coup, tu as des chutes, j'imagine. Ouais. Tu les réutilises, ces chutes-là? Ouais, je les réutilise. Alors, on est en train de créer une petite cellule à côté de Couperie Maroquinerie pour récupérer justement toutes ces chutes-là, pour en faire des coussins tapissiers, par exemple, des choses comme ça. Sympa. Ouais, donc avec plein d'empiècements, puisque c'est que de la chute. Bah oui. Et sinon, je les revends notamment à une entreprise qui fait des bijoux Ok. en Pinatex, en cuir. En fait, elle réutilise beaucoup de chutes. Donc je les revends à des petits prix vraiment un peu symboliques. Et puis comme ça fait tourner la matière. Et puis sinon, je m'en sers pour faire mes prototypes. Quand c'est des grandes chutes, en fait, mes prototypes, c'est toujours des sacs un peu de toutes les couleurs, un peu de toutes les matières. Et donc voilà, mais j'ai quand même 2 gros bons sacs de chute à couler. Mais c'est une bonne idée, ces espèces de coussins. Donc ça ferait des coussins vraiment uniques au final. Ouais, c'est ça. Avec plusieurs pièces de plusieurs couleurs. Et donc tu t'associes avec quelqu'un pour ça? Ouais, en fait j'ai une amie qui, elle, a fait des études de tapissière d'ameublement, pardon. Ok. Et donc voilà, en fait c'est venu comme ça. Moi j'ai pas le savoir-faire qu'elle est là, donc on s'est associés comme ça, c'est quelque chose de très, c'est pas du tout officiel ou quoi que ce soit, là on fait des essais, on aimerait bien mettre ça en place, après voilà, on verra comment ça se mangera, parce qu'il faut du temps. Enfin, bah, bien sûr. Ouais, mais comme quoi c'est toujours important de travailler avec des personnes aussi qui ont d'autres compétences, d'autres connaissances, parce que ça te permet aussi toi de pouvoir réutiliser tes chutes, de développer peut-être une nouvelle gamme en collaboration. Oui, et puis travailler avec des gens, ça fait beaucoup de bien, parce que c'est un métier très solitaire en fait, d'être dans son atelier, de faire ses petits croquis, ses patrons, après on passe à la prod, mais on est souvent tout seul en fait, et c'est vrai que des fois on se perd un peu, on n'a plus trop de... d'œil extérieur. Voilà, c'est ça, on n'a plus trop d'œil extérieur et puis d'avis extérieur, donc c'est très important de partager, de partager ses idées, même avec des personnes qui n'ont pas du tout les... Qui sont pas du métier, techniques, etc. Mais donc travailler avec des personnes comme là par exemple mon amie qui est tapissière, en fait les 2 métiers se rejoignent sur quelques aspects, donc c'est hyper intéressant en fait, et voilà, on se dit on pourrait construire le coussin un peu comme ça en prenant des techniques de la maroquinerie pour les ajouter sur celui de tapissier, et ça fait des choses très cool. Ouais, c'est chouette. Et puis au final, on peut vraiment, avec plein de connaissances, créer des nouveaux produits auxquels tu n'aurais pas pensé toi toute seule, par exemple. Ouais, c'est vraiment hyper important de s'entourer. Et c'est vrai que en général, tous les entrepreneurs le disent, c'est toujours hyper important de s'entourer, de parler de ses projets aussi, de parler de son identité, parce qu'il y a toujours des retours externes qui peuvent nous éclairer sur certains sujets, nous donner des idées auxquelles on n'avait pas pensé, et finalement développer notre activité dans d'autres sens auxquels on n'avait pas du tout pensé au tout début. C'est top. Puis créer une espèce de synergie qui est d'une puissance folle en fait, quand on commence un peu à s'associer, même sans que ça soit officiel, mais juste des idées, des choses comme ça. Il y a des personnes qui s'intéressent au projet juste parce qu'elles s'intéressent sans arrière-pensée. Ouais, complètement. Non, c'est vraiment top. On a hâte de voir ces nouveaux produits, franchement ça va être super bien. Donc les bobs, aussi les coussins du coup. Donc les coussins, c'est toi qui les proposeras ou c'est plutôt je sais pas encore comment on va faire. Là c'est en construction, pour rien vous cacher, c'est le premier, il est en cours de fabrication. Ok. Donc je sais pas s'il faudra faire une petite cellule, parce que c'est pas de la maroquinerie, donc les bobs non plus, donc en fait est-ce qu'il faudrait pas faire une petite cellule d'objets un petit peu incroyables, je sais pas comment dire. Ouais, ou des objets uniques aussi, ça peut être. Parce qu'en soi, ça peut être des objets uniques, même les bobs, ça peut être des choses que tu peux faire avec les chutes, parce que j'imagine qu'il faut quand même beaucoup moins de matière que pour un grand sac. Donc ça peut être tu peux peut-être mettre en avant des pièces uniques, ou comment je réutilise mes chutes par exemple, et mettre en avant ces produits. C'est un petit peu toutes ces questions-là qui sont comme ça en suspens, et puis
puis petit à petit on trouve des solutions. Mais ouais, une petite cellule qui porterait couperie, mais pas maroquinerie végétale, un autre nom. Voilà, qui serait pareil, vendue sous couperie maroquinerie végétale, mais avec peut-être une identité un petit peu plus marquée, quoi. Ok. Voilà. Mais écoute, on verra par la suite ce que tu nous proposes, du coup. Non, c'est top. Non, franchement, c'est bien. Donc, encore d'autres projets, finalement. Oui, c'est ça, ouais, non, mais c'est ça. Il y en a plein, en fait. On a des idées plein la tête. C'est ça. Mais quand on nous pose la question en général, c'est quoi les projets ? Bah, on en dit 3, alors qu'il y en a souvent 15. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, on en oublie. Non, mais c'est top. Ensuite, du coup, qui est-ce qui t'a inspiré pour le lancement de ta marque ? Est-ce que c'est un proche ? Est-ce que c'est une personnalité publique, par exemple ? Ou une personne que tu suivais sur les réseaux sociaux qui t'a peut-être intrigué et qui t'a donné envie de te lancer ? Ouais, bah mon premier sac, en fait, que j'ai dessiné sans même avoir l'idée de créer une marque ou quoi que ce soit, il a été inspiré de ma grand-mère, que j'ai perdue juste avant de créer ma marque, justement. Et du coup, j'ai repris des choses, enfin, je sais pas vraiment, mais c'est elle qui m'a inspiré ce premier sac. Je l'avais dessiné comme ça pour lui rendre un petit hommage, enfin voilà, avec ce que je savais faire. Et puis, donc c'est le sac Suzy, puisque ma mamie s'appelait Suzanne. Super. Et il n'est pas encore sorti parce qu'il n'est pas parfait et ça veut vraiment être voilà, la pièce maîtresse de ma collection. Et je sais qu'il plaît beaucoup déjà à ceux qui ont déjà vu le prototype. Ok, super. Ouais, donc c'est vraiment aussi une histoire familiale et ta grand-mère qui t'a inspiré, c'est vraiment chouette. Et quand est-ce qu'il va sortir ce fameux sac ? Je sais pas, parce que c'est assez compliqué. Il y a des grosses pièces métalliques, j'aime bien mélanger les matières et j'adore le métal. Et il y a une grosse pièce métallique qui est assez complexe à faire fabriquer, à développer avec mes fournisseurs, etc. Donc prochainement. Ok, en tout cas on attend avec grande impatience. Ouais, je suis très pressée de le présenter. Cette pièce maîtresse. Et donc ça va s'appeler le sac Suzy. Oui, c'est ça, ouais. Super. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir pour Couperie Maroquinerie végétale ou est-ce que, à part le lancement de ce nouveau sac, c'est créer une collection vraiment stable, voilà, définie. Et après, c'est continuer les partenariats, continuer à développer l'entreprise avec, voilà, en saisissant les opportunités qui passent auprès de nous. Et puis voilà. Super, c'est tout ce qu'on peut en tout cas te souhaiter pour le développement de ta marque. Pour finir, chez Prêt à Penser, on adore nous travailler en musique, etc. On a tous chacun une musique qui nous passionne et qui nous permet surtout de nous motiver pour travailler, etc. Donc est-ce que toi tu as une musique particulière qui te motive, qui t'inspire quand par exemple tu te mets à travailler ta matière végétale pour créer tes sacs et tes accessoires? Ouais, j'ai une musique en ce moment que j'écoute tout le temps et que elle m'inspire pas forcément, mais elle me donne vraiment de coup de boost et bien commencer la journée. C'est Amy Melly, qui s'appelle I Am a Woman et elle est très cool. Super. Mais c'est ce qu'il faut en tout cas pour bien se lancer et bien travailler. Une bonne musique qui nous motive, c'est en général l'idéal. Merci beaucoup en tout cas pour tous tes conseils, pour ton retour d'expérience aussi sur le lancement de ta marque. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Et puis en tout cas, on va pouvoir retrouver tous les produits Couperie Maroquinerie sur le site du Prêt à Penser. Vraiment toute la collection avec des produits assez uniques, des produits hyper tendance. Et surtout complètement vegan puisque c'est vraiment de la maroquinerie végétale. Et puis merci d'être venu jusqu'à Caen pour nous voir. Merci à vous, avec plaisir.